Tout le monde dans les médias traditionnels parle de la façon dont les tarifs de Trump vont provoquer une récession. Ils vont jusqu'à l'appeler une session. Trump. Avec l'effondrement du marché boursier par crainte d'une récession causée par Donald Trump, que Wall Street appelle la session Trump. C'est vrai, nous voyons ces grands détaillants comme Zara et American Eagle sortir et dire que le consommateur américain se retient. Ils dépensent moins, ils sont complètement à sec. Et nous voyons aussi ces grandes entreprises comme Joe, etc., fermées complètement. Alors, les médias traditionnels ont-ils raison? Ces tarifs ou la menace de tarifs nous ont-ils plongés dans une récession? Je vais répondre à cette question pour vous en une. Étape simple et rapide. Étape numéro 1, voyons si les politiques économiques de Trump et l'assouplissement économique des données est simplement une corrélation ou causalité. Nous commençons par passer en revue certaines de mes œuvres d'art incroyables. C'est évidemment les États-Unis. Je ne suis pas sûr d'avoir dessiné la Floride correctement. Ça pourrait être un peu plus grand que ça, mais vous avez compris l'idée. Donc nous avons ce gars, ici, Yann. En fait, c'est un importateur. Nous avons le Joe moyen et nous avons l'investisseur Ike. Donc, Yann réfléchit à ses tarifs et il ne sait pas vraiment quoi en penser. Parce que nous avons Donald Trump juste ici. Un jour, il sort et dit les tarifs sont en place, les tarifs sont annulés, les tarifs sont en place, les tarifs sont annulés. Donc, il y en a. Il y a beaucoup d'inconnus, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, que Yann aime ou non la politique économique de Trump, qu'il y ait des politiques ou non, ça n'a pas vraiment d'importance au final. Il doit prendre des décisions pour son entreprise. Alors, supposons qu'il importe beaucoup de marchandises de Chine, disons qu'il s'appliquerait au Canada, au Mexique. Et actuellement, il achète ses produits qu'il vend dans ses entreprises X, Y, Z, ses coûts d'entrée, pour 100 dollars. D'accord. Eh bien, supposons qu'il soit vraiment inquiet que ses tarifs augmentent. Ses coûts passent de 100 dollars à 200 dollars. Je sais qu'il n'y a pas de tarif de 100%, mais nous utilisons juste ces chiffres pour garder l'exemple. Simple. Donc, Yann doit prendre une décision. Est-ce que j'achète toutes mes marchandises pour toute l'année ou autant que possible maintenant pour essayer d'anticiper ces tarifs? Ou est-ce que je prends le risque d'acheter quand ces tarifs seront appliqués? Maintenant, tu dis, Georges, qui s'en soucie? Pourquoi tu ne l'as pas simplement acheté quand les tarifs seront appliqués? Parce que cela va s'appliquer à tous. Ses concurrents, c'est un bon point. Mais souviens-toi de ce gars ici, tu ne sais tout simplement pas ce qu'il va faire ou dire demain. Donc, s'il impose des tarifs sur la Chine, disons, un tarif de 100%, il pourrait simplement les garder pour un mois ou peut-être 6 mois ou peut-être 6 heures. On ne sait tout simplement pas. Et encore une fois, c'est un gros, gros problème pour l'importateur, Yann. Parce que supposons simplement qu'il importe des choses à 200 dollars. Et puis le lendemain ou la semaine suivante, les tarifs sont supprimés. Et tous ses concurrents retournent à l'importation de choses à 100 dollars. Eh bien, il va devoir vendre ses produits à perte. Et cela signifie que l'importateur, Yann, risque de faire faillite, tout comme Johan, etc. Fermeture de tous, leurs 800 magasins. Mais ce n'est pas le seul problème. Allons ici, vers l'investisseur Ike. Maintenant, l'investisseur Ike achète beaucoup d'actions, mais il prête aussi, supposons un instant, de l'argent dans l'économie réelle. Donc, le Joe moyen veut acheter un camion qui a été fabriqué au Canada. Maintenant, supposons pour l'instant, et encore une fois, nous ne savons pas ce qui va se passer dans 5 minutes ou 5 jours, que nous avons un tarif de 25% sur ces camions en provenance du Canada. Et Joe a vraiment décidé d'acheter ce Ford F-150 ou peu importe ce que c'est. Alors il va voir Ike et il dit Hey Ike, j'aimerais emprunter de l'argent pour acheter ce camion. Et Ike dit Eh bien, c'est combien? Il dit Eh bien, à cause de ces tarifs récemment, c'est 100 000 dollars. Donc Ike a une décision à prendre.
Va-t-il prêter l'argent à Joe quand il sait? La garantie pour ce prêt va être le camion que Joe achète et qui a été fabriqué au Canada. Vous dites, eh bien, quel est le problème? Joe a un excellent score de crédit. Eh bien, rappelons-nous que la garantie est le camion. Donc, si c'est 100 000 $ aujourd'hui, si les tarifs disparaissent demain, alors la valeur de ce camion va complètement s'effondrer. En d'autres termes, la valeur de la garantie DIC. Alors, va-t-il être prêt à prêter à Joe 100 000 $ ou ne prêterait-il à Joe que 75 000 $ en utilisant des calculs larges ici pour l'exemple? Et est-ce que cela influence la décision de Joe d'acheter le camion en premier lieu? Mais nous n'en avons pas fini. Nous avons le Joe moyen qui regarde les médias traditionnels. Et chaque chose que vous voyez, c'est Trump est mauvais. Trump est mauvais. Et chaque petite mauvaise nouvelle économique que nous avons tout est entièrement attribué à Trump et à ses politiques économiques. Maintenant, je ne suis pas ici pour dire s'ils sont mauvais ou bons dans l'ensemble. On gardera ça pour une vidéo séparée. Mais en fin de compte, quand Joe regarde les nouvelles du soir, à moins qu'il ne regarde Fox, ce sont toutes des politiques économiques de Trump. Mauvais, 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 mauvais. Récession, récession, récession. Donc cela crée de l'incertitude pour Joe. D'accord. Eh bien, cela crée aussi de l'incertitude pour Ike parce qu'il voit ce qui se passe dans les médias traditionnels, mais il voit aussi ce qui arrive à tous ses amis importateurs. Parce qu'il parle tout le temps à Yann, et Yann lui parle du dilemme auquel il est confronté. Et encore une fois, l'incertitude. Donc, Ike n'aime pas du tout l'incertitude. Alors, il commence à vendre ses actions jusqu'à ce qu'il puisse comprendre comment cela va se passer. En fait, cela va se dérouler. Et malheureusement, Joe a une grande partie de sa valeur nette investie dans le marché boursier. Donc, quand il voit les actions descendre, 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 descendre et descendre, à cause de l'incertitude d'Ike, cela crée encore plus d'incertitude pour Joe, ce qui signifie qu'il dépense beaucoup moins chez XYZ Corporation. En d'autres termes, Yann, ce qui le fait dépenser beaucoup moins sur l'achat de stock ou l'embauche de travailleurs supplémentaires au point où il pourrait devoir commencer à licencier des gens. Oh, mais attendez, il y a encore plus. Rappelons-nous que le déficit commercial est à un niveau record. Et rappelez-vous, plus ça descend, plus le déficit commercial augmente, car le déficit commercial est un nombre négatif. Pourquoi cela? Parce que Yann achète beaucoup de ce stock, essayant d'anticiper les tarifs parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Donc, son inventaire explose, ce qui signifie qu'il doit stocker des choses dans un plus grand entrepôt, ce qui crée des coûts supplémentaires, ce qui revient au processus de prise de décision. Mon bon ami Lin Zhang dit « un esprit confus » dit toujours « non ». Et quand vous regardez les États-Unis, la consommation ou les dépenses représentent 70% de l'économie. Si un esprit confus dit non, cela signifie que les dépenses diminuent, la demande agrégée diminue, et cela signifie une contraction économique. Mais réfléchissons à cela. Pour un moment, supposons que nous entrions dans une récession. Donc, cette demande agrégée crée moins de clients pour Yann, mais il a tout cet inventaire. Que va-t-il devoir faire? Il va devoir licencier, vendre cet inventaire, juste pour rester à flot, ce qui va faire baisser les prix, ce qui va amener d'autres entreprises à faire exactement la même chose. Cela fait monter le taux de chômage. Monter encore plus haut. Ce dont nous parlons vraiment ici, ce sont deux réalités principales concernant la façon dont Trump gère ses tarifs. Et encore une fois, je ne dis pas qu'en termes nets, ils sont bons ou mauvais. Nous devons simplement examiner ces deux réalités. Premièrement, ils créent une énorme quantité d'incertitudes. Et deuxièmement, du moins à court terme, ils créent beaucoup de distorsions économiques que nous n'aurions pas autrement. Ce qui ressemble à une boucle de malheur, parce que cela entraîne encore plus d'incertitudes sur l'avenir
avec les personnes dans l'économie réelle qui prennent des décisions qui mènent à la croissance économique ou à une contraction économique. En d'autres termes, une récession. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous en ce moment regardent cette vidéo et disent « D'accord, Georges, je comprends ». Pour une fois, vous êtes d'accord avec les médias grand public qui disent que Trump, les tarifs et la façon dont il gère ses politiques économiques causent une récession, ou du moins que les données économiques s'affaiblissent et que l'économie ralentisse. Vous voyez, c'est là que vous auriez tort. Éditeur, passons à Internet. Commençons par remonter le temps à l'un de mes économistes préférés, Milton Friedman, qui est célèbre pour sa fallacie sur les taux d'intérêt. Friedman a soutenu que la croyance commune selon laquelle des taux d'intérêt bas signifient de l'argent facile et un stimulus est une fallacie. Il croyait que des taux d'intérêt bas peuvent en fait être un signe que la politique monétaire a été stricte, indiquant ou signalant une économie déprimée. Maintenant, je veux clarifier, quand il parle des politiques monétaires, il ne parle pas de la politique monétaire de la Réserve fédérale, il parle de la politique monétaire au sein de. Donc, ce qu'il dit, c'est que si les taux d'intérêt sont bas, cela vous indique que les attentes de croissance et d'inflation sur le marché sont également très faibles. Eh bien, si l'attente de croissance économique, disons, est faible, alors cela vous indique qu'il y a probablement beaucoup de risques dans l'économie globale et les banques ne vont pas vouloir prêter. Le rapport risque-rendement n'a pas de sens. Donc, puisque les banques sont celles qui créent la grande majorité de l'argent, si les taux d'intérêt sont bas, cela signifie que le risque est élevé, ce qui signifie que les banques prêtent moins, ce qui signifie que nous avons des conditions monétaires strictes, pas des conditions monétaires lâches. Et souvent, ces conditions monétaires strictes vont rendre la réalité économique, que nous avons encore pire. Maintenant, passons à un graphique du taux des fonds fédéraux et regardons-le à travers le passé. Des cycles, à travers ce prisme, de Milton, Friedman, que si nous avons des taux d'intérêt bas, cela signifie que nous avons beaucoup de risques dans le système et potentiellement une contraction économique, pas une expansion économique. Donc, je veux commencer en 1990 pour une raison très spécifique. Je vais y entrer dans un instant. Donc, nous voyons que les taux d'intérêt commencent à baisser en, 89 et ensuite nous avons une récession en 9. Et ensuite, comme vous vous y attendriez, Milton Friedman dit que les taux chutent encore, plus. Et si vous regardiez l'ensemble de la courbe, vous verriez quelque chose qui ressemble à ce qui se passe avec les fonds fédéraux. Plus là-dessus dans un instant. Mais ensuite, nous regardons ce petit pic au milieu des années 90 et nous voyons qu'ils ont baissé les taux là-bas. Nous n'avons pas eu de récession. Mais ensuite, nous voyons le prochain cycle de baisse des taux. Vous connaissez l'histoire. Nous avons eu une récession liée au bilan à ce moment-là, et ensuite, la crise financière mondiale a certainement entraîné une récession. Après qu'ils ont commencé à baisser les taux, et la même chose pendant la maladie de Servasius. Eh bien, regardons où nous en sommes aujourd'hui. La Fed est dans un autre cycle de baisse des taux qui a précédé presque chaque récession depuis 1990. Encore une fois, ils baissent les taux. Les taux sont en baisse. Mais cela ne nous dit pas que l'économie va bien. Cela nous dit que l'économie a vraiment du mal. Et je veux souligner qu'ils ont commencé à baisser les taux en septembre 2024. C'est bien avant que Donald Trump ne soit élu. Alors maintenant, revenons à pourquoi je me suis un peu concentré sur 1990 et au-delà. Et la plupart des gens ne le savent pas, mais avant Greenspan, disons avec Paul Volcker et avant, la Fed ne fixait vraiment pas le taux des fonds fédéraux au jour le jour. C'était plus axé sur le marché. Par exemple, avec Paul Volcker, il essayait de cibler l'offre monétaire. Il ne ciblerait pas le taux. Donc, si la croissance de l'offre monétaire augmentait un peu trop rapidement, il augmentait simplement le taux.
et si elle diminuait un peu trop rapidement, alors il baissait simplement le taux. Et c'est pourquoi il y a eu ces fluctuations sauvages à la fin des années 1970, année 1981. En conséquence, de ne pas fixer un taux des fonds fédéraux à un jour, mais plutôt d'ajuster ce taux des fonds fédéraux pour essayer de cibler un taux spécifique de croissance de l'offre monétaire. Et j'aimerais aussi souligner que même si nous revenons aux années 1950, chaque fois que nous avons une contraction économique, que se passe-t-il avec les taux d'intérêt? Ils baissent. Et ce n'est pas la Fed ou les planificateurs centraux qui essaient, je cite, de stimuler l'économie. C'est simplement les attentes de croissance et d'inflation qui s'effondrent, ce qui coïncide presque toujours avec une augmentation du risque dans l'économie réelle et donc une diminution des prêts bancaires. En d'autres termes, les taux d'intérêt bas sont le reflet d'une économie en contraction et de conditions monétaires strictes. Oh, mais attendez, il y a encore plus. Plus tôt, nous parlions de la façon dont Alden Greenspan, au milieu des années 1990, a abaissé les taux d'intérêt et nous n'avons pas eu de récession. Donc, c'était une anomalie, c'est sûr. Mais regardez le taux de chômage pendant cette période. Ça n'a jamais vraiment augmenté. Et je voudrais aussi souligner que nous n'avons pas eu d'inversion de l'ensemble de la courbe des taux comme nous l'avons eu au cours des 3 dernières années. Mais remarquez ce qui se passe chaque fois que nous avons une récession. Généralement, au début ou au milieu, nous voyons un énorme pic dans le taux de chômage. Et si vous regardez de près, juste avant la récession, et que les choses commencent à mal tourner, le taux de chômage commence à augmenter de plus en plus. C'est essentiellement la règle somme dont nous parlons tout le temps. Et si nous remarquons ce qui s'est passé depuis, disons, mai 2023, nous voyons que cela a suivi des cycles passés où nous ne sommes peut-être pas encore en récession, mais le taux de chômage est définitivement en tendance à la hausse, ce qui est ce que vous vous attendriez si nous nous dirigeons vers une contraction économique. Alors, quel est mon point? Si vous regardez ce qui se passe avec le cycle de baisse des taux de la Fed, avec les taux d'intérêt de manière plus générale, avec une inversion de la courbe des taux, et que vous observez des choses comme la règle somme qui est déclenchée, ou le chômage commence à augmenter, tout cela s'est produit avant l'élection de Donald Trump. Donc, je dirais que les médias traditionnels qui appellent cela une, je cite, session Trump, se trompent. Que nous aurions probablement eu une récession, en supposant que nous en ayons une, peu importe si Donald Trump a été élu ou Kamala Harris, peu importe si nous aurions eu toute cette discussion sur les tarifs. Cela dit, si nous continuons à avoir toute cette incertitude et ces distorsions économiques en raison des tarifs ou de la menace de tarifs, cela rendra les conditions économiques que nous avons pire qu'elle ne l'aurait été autrement. Salut les gars, j'aimerais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie, et cela vous aide aussi à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades capitalistes rebelles. C'est à Orlando, du 23 au 25 mai. Parmi les intervenants passés, on a eu des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et découvrir qui parle à Rebel Capitalist Live cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première, si vous prenez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez obtenir une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et procurez-vous vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.